Bonjour, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Cyril Dalmont. Vous êtes chercheur, notamment à l'Institut Thomas More. Vous avez été conseiller parlementaire, vous avez été chargé de mission pour des collectivités, et puis vous travaillez beaucoup. On peut lire vos réflexions, vos travaux, notamment dans le Figaro, dans Le Point ou dans des magazines spécialisés autour de l'Internet. C'est justement sur ce point que j'avais envie de vous interroger. Bonjour Cyril. Bonjour. D'abord, est-ce qu'on peut dire que, avec Malice, finalement, que la plus grande réussite française en matière de start-up, puisqu'on veut nous vanter la Start-up Nation, c'est l'application Tous Anti-Covid. Ça, on l'a pas raté, quoi. Effectivement. Après, est-ce qu'on peut parler de start-up, sachant que c'est J'ai dit avec ironie. Ouais. un outil numérique développé par l'État, je suis pas certain. Voilà, ça veut dire qu'il n'y en a pas eu beaucoup. On vous a beaucoup entendu dire, c'est là-dessus. On nous parle de Start-up Nation, d'entreprises françaises et des levées de fonds, mais on s'aperçoit que plus on avance, plus la part de marché des GAFAM est importante et se développe. Oui, effectivement. En fait, le problème, c'est le logiciel interprétatif du gouvernement qui est tout à fait inadapté. On se contente plus des miettes que nous laissent les géants du numérique étranger plutôt que de créer un propre environnement compétitif avec des géants numériques français et européens. N'est-il pas trop tard? On n'imagine pas quelqu'un lancer par exemple une sorte de traitement de texte concurrent de Word ou de Excel. Il faudrait des décennies, j'ai l'impression, pour changer les habitudes. En fait, c'est une petite musique qui est souvent répétée à l'envi, dont les groupes de lobbyistes, justement des géants du numérique, sont les premiers à se servir et à jouer l'orchestre du déclin pour expliquer qu'il est trop tard, que c'est impossible. En fait, si on regarde bien les entreprises françaises, on s'aperçoit notamment qu'un certain nombre de solutions existent déjà, qu'elles ont été développées depuis de très très nombreuses années, qu'elles pourraient tout à fait concurrencer les solutions américaines ou chinoises, sauf que c'est l'environnement économique, l'environnement de l'innovation et surtout de la concurrence à ces groupes d'émerger et à de devenir effectivement des entreprises de taille mondiale. Évoquons dans ces GAFAM le cas de Facebook. Il y a de plus en plus de rapports qui sortent sur l'influence, le danger que représente Facebook pour la démocratie. Alors oui, il y a des rapports qui évoquent le danger de Facebook pour la démocratie. Après, c'est très compliqué à analyser, je dirais, de manière brutale. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux sont parfois enfoncés par rapport à la réalité qu'ils permettent de décrire. Alors, on se rappelle des printemps arabes, notamment, où là, tout le monde se gargarisait de la possibilité pour les gens de s'exprimer, du rôle des réseaux sociaux sur la démocratie. En revanche, on s'est aperçu, notamment avec ce qui s'est passé aux États-Unis, que ces groupes ont aussi une vision du monde, ont aussi leur vision du monde, et qu'ils ont parfois tendance à vouloir influencer le débat démocratique, limiter la parole de certains, augmenter la pertinence de la parole d'autres. Mais il ne faut pas croire que c'est un phénomène qui est uniquement lié aux géants du numérique. De nombreux États, en fait, dont les États-Unis bien sûr en premier, mais la France également, se servent de ces réseaux sociaux pour contrôler l'information. Est-ce que efficace? Parce que finalement, on nous dit que ce sont des dangers, l'influence de Facebook, tout le monde est sur Facebook. En réalité, on s'aperçoit que d'abord, tout le monde n'est pas sur Facebook, que de plus en plus de gens quittent Facebook.
Et même, si je prends Instagram, on nous dit maintenant les gens sont passés sur Instagram ou sur Facebook. Toutes les études qui sont faites dans le domaine du marketing, vous l'avez sans doute constaté, Cyril Dalmont, indiquent que le taux de mémorisation est de grosso modo 5 à 7 secondes, qu'on ne se souvient pas de ce qu'on a vu. Les gens cliquent sur des j'aime parce que c'est un ami qui a posté ça. Les gens ne cliquent pas sur le lien. Ils commentent parfois juste un titre, même si le titre est à l'inverse de ce qui a été dit dans le fond de l'article. Donc, il faut aussi peut-être relativiser et se dire que l'influence réelle, au sens marketing, même au sens politique ou intellectuel, n'est pas celle qu'on lui donne encore. Qu'en pensez-vous ? Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites. En fait, ce qui compte, c'est pas tellement le temps, c'est la répétition. Les réseaux sociaux fonctionnent en boucle. Donc la répétition des messages, même s'ils sont très courts, même si le temps d'attention est très faible, en fait, font qu'une répétition à l'envi sur des millions de fois arrive à faire en sorte qu'un message devienne une vérité, puisque vous l'avez vu des millions de fois. Donc forcément, il aura tendance à devenir une vérité. Donc la réalité de l'influence des réseaux sociaux, elle est réelle. En outre, le fait que la logique de fonctionnement des réseaux sociaux soit l'isolement des individus dans un groupe qui a tendance à penser la même chose, à avoir les mêmes goûts pour des raisons marketing, fait que des réalités parallèles entre chacun de ces groupes s'imposent. Et on s'en rend compte en fait, puisque au niveau démocratique, on se rend compte que le débat devient quelque chose à la limite de prohibé. Puisque comme les gens sont dans des tours d'ivoire, enfermés dans des je dirais, pour être à la mode, des clusters de pensée, ils refusent le débat puisqu'ils sont certains d'être dans une forme de toute puissance de leur réalité. C'est très intéressant ce que vous dites. Ça veut dire, et ça n'enlève pas d'ailleurs sans doute ma réflexion, parce que ma réflexion, elle englobait aussi la publicité et le marketing. Si je prends en compte ce que vous dites, c'est efficace sur des messages idéologiques qui sont partagés, qui sont relayés par des groupes d'amis, parce que là, il y a une répétition sans cesse. En revanche, pour la publicité classique, ça coûterait énormément d'argent que de répéter autant de fois un même message, une même marque. Voilà. Donc, vous avez sans doute séparé l'influence idéologique, qui est extrêmement forte de Facebook, de l'influence, et moi j'ai dit que l'influence publicitaire n'était pas aussi forte que cela, parce qu'il faut répéter, donc repayer à l'infini la multiplication du message. Oui, d'où la création des influenceurs en fait sur les réseaux sociaux, qui sont financés par les marques et en fait qui jouent ce rôle de répéteur à l'envi au travers de messages qui n'ont a priori rien à voir avec une marque et qui en fait sont du placement de produits à grande échelle. Et ça fonctionne très très bien sur les jeunes générations. Alors on poursuit notre conversation sur ces grandes tendances du numérique. Maintenant, voilà, il y a le pass sanitaire. Oui. Ça y est, c'est acté. Il n'y aura pas de retour en arrière avant l'été prochain. Et même Valérie Pécresse vient de dire que si elle était élue présidente de la République, elle prolongerait après le 31 juillet le pass sanitaire. Est-ce qu'on arrive progressivement, comme certains le craignent, à une sorte de contrôle social à la chinoise ? Il faut observer en fait le pass sanitaire sur le long terme. Les Français ont découvert ce système de tracking de la population au travers du pass sanitaire. Il faut bien comprendre que c'est un mouvement qui s'inscrit dans le temps, qui n'a pas commencé avec le pass sanitaire, mais qui s'est installé par un grignotage régulier en fait des libertés publiques et un certain nombre d'outils normatifs permettant d'arriver
à imposer ce pass sanitaire, sachant que il y a un élément qu'on regarde pas suffisamment, qui est la volonté de la Commission européenne de créer un passeport biométrique. La grosse difficulté pour créer ce passeport biométrique était de trouver un identifiant commun et compatible pour tous les habitants de l'Union européenne, européens ou extra-européens. Avec le pass sanitaire, en fait, les gouvernements des différents États membres ont obtenu la possibilité d'avoir un identifiant unique qui ne soit pas forcément le numéro de sécurité sociale, par exemple en France, puisque c'était interdit. Et donc, du coup, de faire correspondre ces numéros dans le futur avec cette logique d'un passeport biométrique. Donc oui, effectivement, le pass sanitaire a de très grandes chances de devenir un outil permanent qui évoluera puisqu'on lui adjoindra d'autres fonctionnalités, d'autres applications. Pourquoi pas au niveau environnemental, pourquoi pas au niveau des dangers terroristes, pourquoi pas au niveau d'autres épidémies. Les possibilités sont assez infinies. La grande difficulté était d'avoir l'occasion, je dirais, là c'est l'occasion qui a fait le larron, de trouver la possibilité d'imposer à la population un outil qui, par principe, est liberticide. Ça veut dire, si je comprends bien dans votre réflexion, que dans cet outil, il va devenir de plus en plus liberticide parce qu'on va nous contrôler sur toutes nos données. Ça peut devenir aussi une sorte de passe fiscal, un passe de citoyenneté avec des bons et des mauvais points, un peu comme ce qui se passe en Chine. Mais c'est déjà le cas. L'outil est là. Voilà. En fait, votre passe sanitaire, il s'active ou se désactive à distance. Il vous permet d'aller dans un lieu ou de ne pas y aller en fonction de votre état vaccinal. Donc, cette fonctionnalité, si on extrapole, elle existe déjà de notation du citoyen. Elle n'est pas clairement affichée, mais on a bien des gens qui sont considérés comme bons citoyens à l'heure actuelle puisque vaccinés ou qui ont un schéma vaccinal complet. Et après, vous avez des mauvais citoyens qui ne le sont pas. Donc ça veut dire la fonctionnalité, elle est déjà existante. Après, on peut imaginer que d'autres... On rajoute des couches supplémentaires. Exactement. On incrémente d'autres logiques avec d'autres caractéristiques. Si vous avez bien payé vos impôts, etc. J'ai été flashé sur l'autoroute, j'ai pas encore payé ma contravention et on me désactive le pass, donc je peux plus aller au restaurant tant que j'aurai pas payé ma contravention. Exactement, c'est un risque qui est avéré de toute façon, à savoir que vous avez des rapports de prospective du Sénat qui expliquent qu'à partir du moment où une dictature protège mieux ses citoyens qu'une démocratie, il faut se poser les bonnes questions et peut-être utiliser les outils développés par une dictature. Alors justement, ce qui m'intéresse aussi le plus, c'est peut-être là, vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes pas psychiatre, hein, Cyril Dallemont. Non. Voilà, mais peut-être avez-vous votre réflexion là-dessus. C'est la passivité des populations, et plus que la passivité, c'est l'encouragement. Je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment quand j'ai évoqué cette idée de la contravention qui n'est pas payée, on interdit les gens. Je suis sûr qu'il y a une partie des auditeurs qui ont dit eh ben c'est très bien, il faudrait mettre ça en route, comme ça les gens rouleraient mieux et se tiendraient mieux. Voilà. En fait, la grande difficulté avec ces outils numériques, c'est que par principe, ils sont intrusifs. Par principe, ils permettent de créer un contrôle et un fichage des actions quotidiennes des individus. Et c'est pas l'outil en lui-même qui est problématique, c'est ce qu'on veut en faire. Et là, on touche effectivement à la psychologie. Pour un gouvernement, c'est toujours un outil formidable finalement de pouvoir contrôler ce que fait sa population en permanence, je dirais plus ou moins son état d'esprit, ses déplacements, ses rencontres, etc. Donc l'aspect psychologique est très important et en plus, on vient lui adjoindre systématiquement le fait que c'est pour protéger la population.
Et ça, c'est un élément essentiel. Le pass sanitaire, le gouvernement actuel ne parle jamais de l'aspect tracking de la population. Il parle du fait que ça incite les gens à se vacciner. Il parle du fait que ça les protège. Le pass sanitaire protège personne. C'est pas un outil médical, c'est un outil numérique. Donc effectivement, qu'il y ait eu un effet sur l'augmentation du nombre de personnes qui se sont fait vacciner pour pouvoir vivre normalement et exercer leurs activités quotidiennes, certes, mais c'est pas un outil de protection. Le langage est très important. Il faut quand même faire preuve de prudence, c'est ça, c'est ce que vous nous incitez. En fait, il faut faire preuve de prudence parce que de toute façon, ce type d'outil ne sera jamais vendu comme quelque chose d'intrusif, de dangereux. Ah ça, on va pas nous dire, oui, on va mettre en place une dictature numérique, vous allez vous tenir à carreau. Oui, ça, on va pas nous le dire. Exactement. Et en plus, il sera toujours vendu sur son meilleur aspect, c'est-à-dire le pass sanitaire est vendu sur l'aspect protection des populations. Si demain on lui adjoint une application sur le terrorisme, ce sera vendu également sur l'aspect de la protection des populations. Si on vient, par exemple, adjoindre un certain nombre de sous-applications sur l'environnement pour vous dire, ben non, aujourd'hui vous n'avez pas le droit de sortir de chez vous parce que c'est trop pollué, ça sera également sur l'aspect de protection des populations. Oui. Donc et les gens vont dire à ceux qui sortent, tu es inconscient, on t'a dit que c'était trop pollué et tu es sorti, moi je suis un bon citoyen, ils vont appeler les flics parce qu'ils ont vu leurs voisins sortir jour de grande pollution. Ça va être ça. Exactement. En fait, c'est le principe du contrôle de tous par tous. Puisqu'aujourd'hui, on voit quand même des cafetiers qui viennent contrôler le pass sanitaire de tout à chacun. Donc, on est dans une espèce de logique du contrôle systématique de tous par tous et le tout orchestré par l'État. Donc oui, c'est effectivement quelque chose qui est une tendance lourde, mais qui avait déjà été dénoncé il y a presque 10 ans par l'ancien président de la CNIL. Et qui annonçait en fait, c'est pour ça qu'au départ de cette interview, j'expliquais que c'était pas un mouvement spontané. Il annonçait déjà qu'en 2020, on serait tous tracés, toute la population française serait tracée par le gouvernement. Donc il avait déjà senti il y a plus de 10 ans que l'ensemble des évolutions normatives, le fait de grignoter peu à peu les libertés publiques depuis les années 80-90, pour des raisons de sécurité et de terrorisme qui s'entendent, allaient produire cette logique du contrôle systématique des individus. Et il prenait un exemple qui est très, très marquant. Il parlait notamment des logiques de puçage RFID au niveau des enfants dans les crèches pour éviter les enlèvements. Et contrebalancer avec le fait que ça représentait 1,6 enfants par an qui disparaissaient dans les crèches. Donc pour éviter ce 1,6 d'enfants par an qui disparaissent dans les crèches, on leur injecte, il faut leur injecter une puce électronique. Alors c'était pas une injection, c'était un vêtement, c'était un bracelet, oui. Mais en fait c'était contrôler tout le monde pour éviter 1,6 en disparition d'enfants par an. C'est vrai que l'idée sur le papier est assez séduisante. Effectivement, il n'y a rien de plus traumatisant pour un papa parent, ou pour une maman. Oui. Voilà, exactement, que son enfant puisse disparaître. Mais en même temps, mettre toute la population sous contrôle pour éviter 1,6 disparitions par an, on se rend compte de la disproportion, de l'intrusivité des outils pour un résultat finalement, même si c'est extrêmement malheureux, qui est très faible. On peut faire le même parallèle en l'amplifiant même avec le Covid. On a mis un pass sanitaire, des applications tous anti-Covid, un traçage pour un virus qui tue 0,05% de la population. Alors moi je parle jamais d'aspect médical, hein.
parce que c'est pas du tout ma partie, mais oui, mais là, le chiffre que je dis, je suis pas médecin. Enfin, il est partagé par tout le monde, hein, c'est dans toutes les études. Et il est évident que la disproportion de l'intrusivité du pass sanitaire, elle est manifeste. Sauf que l'argument que tous les supporters du pass sanitaire vous opposeront, c'est « Ah bon, mais si vous voulez pas le mettre en place, vous voulez que les gens meurent. » Donc la conversation s'arrête là. Oui. Parce que vous passez dans le camp du mal, le méchant. C'est comme pour l'immigration. Si vous dites je veux protéger la frontière et je veux pas que des gens traversent en bateau la Méditerranée pour venir sur mon territoire. Si vous êtes espagnol, vous dites ça. Vous êtes italien, vous dites ça, ou même français. Le camp du bien va vous répondre, mais si vous mettez un mur sur le bord de la plage, c'est que vous voulez que ces gens qui sont en bateau meurent. Voilà. Donc vous passez immédiatement dans le camp du mal si vous refusez de les accueillir. C'est le même raisonnement. Et c'est toute la difficulté des personnes qui aujourd'hui tentent de défendre les libertés publiques au niveau des outils numériques et de leur développement au service de l'État, parce que cet argument vient percuter un mur de raisonnement qui est « nous, on veut sauver la population ». Et face à cet argument, il est très difficile de se faire entendre. Mais si on l'analyse bien, en fait, si on regarde le développement historique des démocraties libérales, des démocraties en Occident, on s'aperçoit que l'affaissement démocratique correspond à ce grignotage régulier des libertés publiques et à l'utilisation de plus en plus importante de ce type d'outils, que ce soit la reconnaissance faciale, l'utilisation des drones, le traçage en temps réel des populations. Et on est dans cette logique où l'incapacité de l'État ou des États à assurer la sécurité sur leur territoire fait qu'on préfère contrôler tout le monde parce qu'on donne l'illusion de l'action que de prendre des mesures contre certaines personnes. C'était très clair. Merci Cyril Dalmont, c'était passionnant. Vous êtes chercheur associé à l'Institut Thomas More et spécialiste des questions relatives au numérique.